Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on a un épisode spécial pour vous, étant donné qu'on va mettre la table pour le match de la 112e Coupe Grey qui aura lieu dimanche entre les Alouettes et les Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, Marc-André et moi, on va recevoir de l'aide afin de mettre la table. On va être accompagné par le secondaire de ligne des Blue Bombers de Winnipeg, ancien des Carabins de l'Université de Montréal, Reda Kramdi. Et comme d'habitude, en compagnie de Marc-André, bon, on va faire le tour des rencontres qui seront présentées du côté de la NFL lors de la 11e semaine d'activité. Et Marc-André va également y aller de ses recommandations en termes de fantasy football. Alors, on a un autre épisode chargé pour vous. Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de se tourner du côté de la Coupe Grey, on va y aller de nos réactions excessives afin de commencer l'épisode comme on le fait habituellement du côté de la NFL à la suite des rencontres de la 10e semaine d'activité. Et est-ce que tu es prêt pour ma réaction excessive? Parce que ça va être quelque chose Oui, d'historique, quelque chose qu'on n'a jamais vu. OK, rien de moins. écoute, Alors, si ouais. ta réaction excessive est endormante, tu as 4 oreillers derrière toi là, pour pouvoir te coucher ensuite. Ouais, la femme de ménage, elle est venue plutôt aujourd'hui pour faire le OK, ménage dans c'est ma bon. chambre. Elle a bien fait ça pareil, hein? Ouais, ben Ouais. écoute, je me suis endormi sur deux oreillers la nuit dernière. C'est ma première nuit à Winnipeg, puis je me suis réveillé avec un mal de cou au beau milieu de la nuit. Donc, deux oreillers, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ben écoute, j'y vais avec ma réaction excessive, Marc-André. Mike Tomlin va terminer avec une fiche perdante pour la première fois Oh! de sa carrière. OK? Parce que là, les Steelers, ça va pas bien, là. OK, lors de leur dernière rencontre, ça a été le pire match d'Aaron Rodgers dans l'uniforme des Steelers. Il faut admettre qu'il jouait bien depuis le début de la saison. Aaron Rodgers a 41 ans. Et moi, j'attendais la deuxième moitié de la saison afin de voir s'il allait être en mesure de jouer aussi bien qu'il l'a fait au mois de septembre, au mois d'octobre. Là, on est rendu au mois de novembre. Là, il est en perte de vitesse. Mais pas juste ça. On en a parlé depuis le début de la saison à quel point l'unité défensive des Steelers de Pittsburgh, elle est vieillissante. On a plusieurs joueurs clés qui sont âgés d'atteindre. Ben, c'est ça, ça commence à apparaître. On manque d'essence. Oui, on a été en mesure de bien jouer contre les Packers de Green Bay il y a 2 semaines, mais on n'est pas en mesure d'offrir ce bon genre de performance semaine après semaine. On n'est pas capable de jouer avec constance du côté des Steelers. Alors, c'est ma réaction excessive. Mike Tomlin, sa fameuse séquence sans avoir connu de saison perdante depuis le début de sa carrière, ben, elle va en venir à une fin cette saison. Wow! Toi qui es un grand fan de Mike Tomlin encore, qui même au En début de la plus, saison me ça me fait disait mal. qu'il allait réussir là, à avoir une fiche, pas une fiche perdante. Non, non, la défaite contre les Chargers, là, ça m'a fait changer d'avis. Ça me fait mal. Juste de le dire, ça me fait mal. Mais écoute, je dois être objectif. Et puis, ben, mais c'est quand même une réaction excessive. C'est quand même excessif. Mais on va voir, mais ça va pas bien pour les Steelers, par contre. Ça, c'est une réalité. Maintenant, toi, de ton côté, ta réaction excessive, c'est quoi? Sur l'échelle de l'excessif, je suis quand même un 3 là. Moi, je vais te dire que Matthew Stafford va remporter le titre de joueur par excellence de la NFL cette saison. Écoute, Matthew Stafford est tout simplement incroyable. Traduction libre, là, 37 ans, c'est le nouveau 20 ans. On peut dire ça comme ça pour Matthew Stafford. 3 matchs de suite de 4 passes de toucher. C'est le premier quart de l'histoire à réaliser un pareil exploit. Et sur une séquence de 22 touchés sans interception. Le record Wow. appartient à Tom Brady qui est de 26. C'est vraiment incroyable. L'attaque Didier des Rams fonctionne à plein régime. Ils ont bien fait finalement de choisir Devante Adams au détriment de Cooper Kupp parce que Adams est tout simplement incroyable. Il mène la NFL pour les toucher sur réception. Écoute, c'est pas mêlant, Matthew Stafford, tout fonctionne pour lui. Je pense même que le MVP, ça devrait peut-être être son médecin là, qui lui a prescrit des choses pour son dos parce que vraiment, Matthew Stafford joue du football inspiré cette année. Écoute, il a même ramené sa fiche à 500 en carrière. Il est maintenant à Ouais. 115, 115-1 en carrière. Il était 74-90 avec les Lions. C'est ça qui a fait mal. Et là, il joue maintenant pour C'est la 500. première fois Depuis de la sa semaine. carrière, je crois, qu'il a un dossier supérieur à 500. Ouais, exactement. Mais 115, 115, il est à la barre de Ouais, égal, 500. égal, oui. OK. Depuis la semaine numéro 4, 20 passes de toucher, aucune interception. Les Rams ont l'air d'être des aspirants au Super Bowl et en plus, ils auront potentiellement le 9e choix au total en ce moment
si le repêchage 2026 avait lieu aujourd'hui. Il aurait le 9e choix au total. Les Rams, vraiment, chapeau, Matthew Stafford, joueur par excellence. Moi, je vois ça dans ma boule de cristal. C'est le choix de quelle équipe qu'ils ont encore? Est-ce que Les tu. Falcons? Oui, 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 c'est vrai, les Falcons. Ben oui, ça va bien, les Falcons sont 3 et 6. Là, ils n'ont pas de choix de première ronde au prochain repêchage. Mais écoute, hey, Matthew Stafford, il connaît probablement la meilleure saison de sa carrière. C'est vraiment incroyable. Tout ça à l'âge de 37 ans. Alors, c'était nos réactions excessives à la suite de la 10e semaine d'activité du côté de la NFL. On va faire le tour des rencontres qui seront présentées lors de la 11e semaine d'activité un peu plus tard au cours de l'épisode. Pour l'instant, on va accueillir le secondaire de ligne des Blue Bombers de Winnipeg, Reda Kramdi, également ancien des Carabins de l'Université de Montréal. Puis Reda va nous donner un petit coup de pouce afin de mettre la table pour le match de la 112e Coupe Grey qui va avoir lieu dimanche soir entre les Alouettes et les Rough Riders de la Saskatchewan. Reda, tout d'abord, on t'accueille pour la première fois au podcast du Sac du Cœur. On est heureux de t'avoir. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Content d'être là. Écoute, Reda, d'entrée de jeu, je pense qu'on ne peut pas te poser une autre question que est-ce qu'on tourne le fer d'emblée là, ce soir en te faisant analyser l'équipe qui vous ont battu la semaine dernière à la Coupe Grey de sur quoi? Un peu, je te dis, je mentirais si je dirais le contraire. C'est bon, on va essayer d'être doux avec toi, là. Écoute, si on commence notre analyse, messieurs, par des forces en présence, tout d'abord, ben, les Alouettes et les Rough Riders se sont affrontés 2 fois en saison régulière. Une victoire, une de chaque côté. Et ce qu'on retient, c'est vraiment la performance du 13 septembre, là, que les Alouettes avaient marqué 48 points contre la défense des Rough Riders. Par contre, c'était une tertiaire réserviste. Là. Didier, j'ai envie de te lancer. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces 2 matchs-là, ces 2 affrontements-là en saison régulière? Évidemment, si les Rough Riders ont battu les Alouettes, c'est que Davis Alexander ne jouait pas parce que lorsqu'il joue sur le terrain, les Alouettes ne perdent pas. Donc, Didier, qu'est-ce qu'on peut tirer là, de ces 2 affrontements-là, ces 2 duels entre ces 2 formations en saison régulière? Ouais, c'est vraiment une situation particulière, hein, parce que comme tu l'as dit, lors du match à Regina, ben, les Rough Riders étaient privés de leurs 2 demi-coins partants. C'est une des raisons pour laquelle McLeod Bethel-Thompson avait été en mesure de s'amuser aux pensières des Riders. Tyson Philpott avait amassé plus de 200 verges par voie de réception lors de cette rencontre. Alors, tu sais, c'est comme difficile d'évaluer ça parce que là, puis Davis Alexander, bon, il a raté les 2 rencontres. Alors, toutefois, on avait été en mesure de bien courir avec le ballon. Lors du match du 13 septembre du côté des Alouettes, Stevie Scott avait amassé plus de 100 verges au sol. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retirer, se dire, OK, l'attaque au sol des Alouettes pourrait connaître encore une fois un fort match dimanche soir contre les Rough Riders. Mais encore une fois, c'est vraiment particulier. Puis là, on n'a même pas parlé en plus de la blessure à Davis Alexander. Ouais. Alors, afin d'évaluer les 2 équipes, comment elles vont se comporter une contre l'autre, c'est difficile à faire, étant donné que les Alouettes n'ont jamais misé sur leur carrière partant lorsqu'ils ont joué contre les Riders. Je ne sais pas ce que tu en penses, soir et temps, mais à ce niveau-là, moi, j'ai de la difficulté à juger les 2 équipes. Je pense que j'allais m'aligner dans la même direction que toi, ce match-là du 13 septembre. Les 2 demi de coin étaient blessés, en plus de Rome Milligan qui était le, 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 Mhm. le, le MVP défensif l'année dernière. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Ce que moi, je penserais plus mes idées vers la défense de Montréal. Je pense que c'est eux qui vont avoir la chance de faire la différence dans ce match-là. Les 2 matchs donc, qu'ils ont joué contre Saskatchewan, ils ont accordé beaucoup de points et je pense que cette défense-là, Ah, c'est vrai. en ce moment, joue de l'excellent football. Elle joue de l'excellent football, cette défense-là. Mais si tu regardes les 2 dernières rencontres, si on regarde l'attaque de Saskatchewan contre la défense de Montréal, ils ont accordé plus de 30 points les 2 matchs, sans compter Mhm. les problèmes offensifs que Montréal avait dans ce temps-là. Mais je pense sincèrement que la chose qu'il faut vraiment porter attention, c'est la défense de Montréal. Je pense qu'ils jouent de l'excellent football, comme je l'ai dit, et je pense que c'est eux qui vont avoir la chance de changer le match. On va en reparler de la défense des Alouettes ou des 2 défenses, des 2 formations plus tard. Mais évidemment, la grande question, ou le nom qui est sur toutes les lèvres, à Montréal du moins, c'est l'état de santé de Davis Alexander. Didier, premièrement, qu'est-ce que tu peux nous dire là? On enregistre le podcast mardi soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Jason Maas a confirmé qu'il serait le quart partant de l'équipe, mais moi, je me questionne sur son état, là.
parce qu'on l'a vu justement contre les Blue Bombers et s'est pris la jambe à plusieurs reprises. Ouais. Contre Tiger Cats, oui. Ben oui, Ah oui, écoute, Laure, excuse. ouais. Non, mais c'est correct, c'est correct. Écoute, lundi, Davis Alexander, bon, comme tu dis, on a enregistré un podcast mardi soir. Davis Alexander n'a pas parlé aux médias. Aujourd'hui, c'était prévu. Il va parler aux médias mercredi. Toutefois, lundi, il s'est adressé aux médias lors de son arrivée à l'aéroport de Winnipeg. Il a dit qu'il comptait être en uniforme, comptait être à son poste dimanche. Il a également révélé qu'il va recevoir entre 4 et 5 traitements par jour tout au long de la semaine afin d'être prêt à jouer. Et puis, il y a Jason Maas qui a admis que, bon, il va fort probablement devoir ajuster son plan de match, étant donné qu'Alexander ne sera fort probablement pas en mesure de courir aussi souvent qu'il le fait à l'habitude. Mais Reda, tu es un athlète. Je suis sûr, j'imagine que tu as déjà subi une neurose musculaire aux ischio-jambiers. Moi, j'en ai subi plusieurs lorsque j'étais athlète. Tu ne peux pas te remettre de ça en une semaine. Même si Alexander, après le match, sur le terrain à Hamilton, il m'a dit que c'était pas aussi grave que lorsqu'ils étaient blessés initialement. Mais il boitait énormément sur le terrain. Et puis, on ne l'a pas vu courir là, une fois qu'il s'est blessé. Il avait de la difficulté à se déplacer. Reda, la solution là, aux érogations musculaires, aux ischio-jambiers, c'est deux choses. Le repos, le temps, donc le temps et de la glace. C'est tout, là. Tu parles de 10 traitements Exactement. par jour. C'est pas suffisant. Je suis d'accord avec toi, exactement. Je pense que Moss et Alexander font juste dire ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils doivent dire quand c'est un match de championnat. Et je doute pas que Alexander va jouer. Je pense que c'est la Grey Cup. Tu fais à la fin de la journée, c'est la dernière game de l'année. Tu peux pas la passer sur le banc. Mais la réalité, c'est que Nexki au jambier, c'est compliqué de jouer sur ça, surtout avec le style de Davis Alexander. La magie opère quand ce gars-là court, quand ce gars-là crée. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, honnêtement. Ben Donc, justement, un est-ce autre que facteur, justement. Oh, rapidement, Marc-André, un autre facteur, la température. Tu sais, de jouer avec ouais. une Fait pas élongation chaud. musculaire comme ça, c'est ce que j'aime bien en temps froid. Ouais. Ah, fait pas chaud, Donc, man. Ça va être compliqué, honnêtement, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi, ça va être très compliqué. mm, Et c'est surtout, moi, qu'est-ce que. Si t'es un style de carrière comme Trevor Harris, tu peux te passer de ça. Tu peux jouer la game au complet sans vraiment sentir ton esquive au jambier. Mais Alexander, ce qui fait de lui qui il est, c'est quand il crée, quand il sort, quand il bouge. Donc, ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi vous vous plaignez de la température, les gars. J'ai vu qu'il annonçait comme 10 vendredi. Là. J'ai pas vu pour en fin de semaine. À Winnipeg, c'est Punta ça va se Manitoba, là, refroidir, inquiète-toi Winnipeg en pas. ce moment. Je regarde ça, mon Marc-André. Je regarde ça. Lorsque je suis sorti de Non, l'aéroport, mon arrivée lundi, avec le facteur vent, il faisait -15. Là, aujourd'hui, c'était pluie. Non, non, Puis, ouais, ouais, ouais. Winnipeg, ça fouette. Le vent est différent à Winnipeg. je sais, je sais. Hey, lorsque j'ai marché pour aller souper là, lundi soir, je peux t'en parler du vent. Là, quand j'étais au coin de la rue à la lumière rouge, là, c'était pas amusant, je peux te dire ça. Mais tout ça pour moins dire, 5. c'est ça. Donc, ça va se refroidir un peu d'ici à dimanche. Mais ça sera pas Ouais. extrêmement froid, mais quand même. Pour des skieurs jambiers, ça sera pas idéal. -5 ressentis selon Météo Média. Je vais vous parler du quart de l'autre côté, un ancien des Alouettes, Trevor Harris, qui, pour moi, Trevor Harris, Didier, c'est le gestionnaire de match par excellence de la Ligue canadienne. Il connaît quand même une excellente saison, soit plus de 73% de ses passes complétées. C'est bon pour le premier rang dans la Ligue canadienne. À 39 ans, Didier, il est en quête de son premier titre. Est-ce que c'est la bonne année pour Trevor Harris? Un grand quart dans la Ligue canadienne, mais qui est toujours à la recherche de ce fameux premier championnat. Ouais, c'est la seule chose qui lui manque là, sur son CV à Trevor Mhm. Harris. Mais toutefois, Harris, on l'a vu là, historiquement, dans les matchs importants, des fois, il n'est pas à son mieux. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir. Trevor Harris, généralement, dès le début de la rencontre, dès sa première séquence, là, tu peux savoir s'il a son rythme, le genre de rencontre qu'il va avoir. En tout cas, du moins, moi, c'est ce que j'ai observé depuis le début de sa carrière. Je suis curieux de savoir, toi, Reda, qu'il l'a affronté à plusieurs reprises. Est-ce que tu trouves que ça, c'est vrai? Et est-ce que tu penses qu'il sera en mesure, justement, de mener les Riders à la victoire finalement, là, pour lui de remporter un premier titre de la Coupe Grey en tant que carrière partant. Il en a déjà gagné à titre de réserviste en 2012 avec les Argonauts de Toronto, plus tard à titre de réserviste d'Henry Burris avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais là, c'est sa chance comme carrière partant. Puis il a déjà perdu un match à la Coupe Grey comme carrière partant. Je crois que c'était contre Edmonton, si je me souviens bien, lorsqu'il jouait pour Ottawa. Trevor Harris est très. Quand il sait où aller avec le ballon,
il est incroyable. C'est probablement le meilleur dans la CFL. La balle sort vite. Tu peux mettre, on fait souvent cette analogie quand on joue contre lui, quand on joue contre Saskatchewan. Tu peux remplacer le left tackle par une canne de poubelle et tu snaps la balle. Trevor Harris va décocher le ballon avant que le joueur de ligne le touche. La balle sort extrêmement vite. Je pense encore une fois, Trevor, les deux matchs qu'ils ont joués contre Montréal, malgré la situation offensive de Montréal, il a bien joué. L'offensive a marqué plus de 30 points les deux matchs. Donc, c'est à contre-cœur, Saskatchewan, c'est nos rivaux, mais Trevor Harris, c'est vraiment. Je pense que c'est son moment. Il, il en parle comme si c'est son moment, il joue comme si c'est son moment, et Mhm. c'est beau à voir, honnêtement. C'est très beau à voir. Et si on Ouais. regarde, oui, Didier, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, non, non, mais je serais juste curieux de savoir, Reda, quel groupe de receveurs que tu préfères? Celui des Rough Riders ou celui des Alouettes? Parce que ces deux groupes de receveurs sont très talentueux, là, surtout du côté des Riders. Maintenant, Samuel Emilus est revenu, il est en santé, Hum, Schaefer Baker, puis on sait qu'est-ce que Phil Pott, Max, Snead et compagnie sont capables de faire. Charleston Rambo également. ouais, tu prends ces deux groupes de receveurs-là, tu ajoutes le groupe de receveurs de Hamilton, c'est un toss-up qui est le meilleur. C'est Mm. trois groupes de receveurs incroyables. Montréal, j'en ai parlé, on en a parlé, moi puis toi, Didier, c'est un groupe de receveurs complet. Tout le monde peut faire tout. C'est quelque chose de très beau à voir. C'est du vrai football. Et tu regardes Saskatchewan, avoir Emilius de retour, que Emilius, que ce soit mon ami ou non, Emilius, c'est un des meilleurs receveurs de la CFL, canadien ou américain, peu importe la, la, la- la nationalité que tu lui donnes. C'est un des meilleurs receveurs de la CFL. C'est un gars qui peut faire des jeux que quand la balle est dans les airs, c'est pas 50-50. Et ouais, c'est très cool. Ça va être un très beau match. Et malheureusement, je ne vais pas y participer, mais ça va être très beau à voir. Ça va être du bon football. Les deux équipes jouent du très bon football offensif. Et encore une fois, c'est deux groupes de receveurs qui sont dans les meilleurs de la CFL, si ce n'est pas les meilleurs. Tu me donnes n'importe lequel en tant que directeur général ou coach en chef, je suis le plus heureux au monde. Emilus, d'ailleurs, là, qui a obtenu 100 verges de gain en finale de l'Ouest, et vous parlez de la diversité des receveurs de passe des Alouettes. Écoute, Tyler Snead, messieurs, a mené pour l'équipe pour les verges. Phil Pott a mené pour les touchés. Et Mac a mené pour les verges par réception. Donc, on voit vraiment qu'on Mm. est vraiment outillé. On a des joueurs qui font un peu de tout du côté des Alouettes. C'est intéressant. J'aimerais vous entendre parler de la ligne à l'attaque des Rough Riders de Saskatchewan parce qu'elle est vraiment toute étoile. C'est Marcus Hardwick qui est potentiellement le favori là, pour remporter le titre de joueur de ligne de l'année. Logan Ferland, Jacob Bremer, Didier, je pense que du côté de la ligne à l'attaque, là, celle des Rough Riders est dure à négocier. La défense des Alouettes va avoir vraiment tout un défi là, devant eux. Devant elle, plutôt. Ouais, ben, c'est une des raisons pour laquelle Harris a autant de succès, hein. Parce que Trevor Harris, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas une carrière mobile, mais il se débarrasse rapidement du ballon, premièrement. Parce que la protection, puis Reda peut témoigner de ça. Je le dis tout le temps, la protection commence avec le carrière. Tu sais, son carrière de se débarrasser Exactement. rapidement du ballon, de savoir où est son hot read, de savoir où le blitz va arriver. Ça commence avec le carrière. Puis ça, Trevor Harris, il fait très, très bien. Il n'y a rien qu'il n'a pas vu. Tu sais, mais Jason Moss en parlait aujourd'hui. Jason Moss avait coaché à l'époque avec les Argonauts de Toronto. Trevor Harris, il n'y a absolument rien, aucun scénario qu'il n'a pas vu, aucun schéma défensif qu'il ne connaît pas. Et en plus de ça, comme tu viens de le dire, Marc-André, il mise sur une excellente ligne à l'attaque et en mesure en plus de bloquer au sol. Alors moi, c'est ça, j'ai hâte de voir. Est-ce que les Alouettes vont être en mesure de le déranger parce qu'il se débarrasse tellement rapidement du ballon? Des fois, tu sors de ton 3 points d'appui, tu fais 2 pas, puis le ballon est déjà parti. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En tant que, je ne le suis pas, mais en tant que coordinateur défensif, c'est un mélange de est-ce que tu veux perdre ton temps à essayer de ramener de la pression, sachant que le ballon sort vite, ou est-ce que tu veux limiter ta pression puis avoir plus de joueurs en couverture? Mhm. Quand tu joues contre Trevor Harris, c'est un débat que tu dois t'asseoir avec ton staff et de te poser. Je vais vous amener sur les défenses, messieurs, là, parce qu'on parlera des porteurs de ballon après. Mais les Alouettes, vraiment, on connaît de bons moments en défense. Darnell Sankey, 11 plaqués, une interception face aux Tiger Cats. Beverett avait connu également un bon match, 10 plaqués, un sac, Didier. Mais justement, la défense des Alouettes, mais surtout celle des Rough Riders, elle est également toute étoile. On parle, vous en avez parlé, le Milligan,
dans la tertiaire, Tevon Campbell, on a Revis, on a Jamie Thurman, Micah Johnson, qui ont tous été nommés sur l'équipe d'étoiles. Vraiment, là, c'est une formation aussi qui excelle contre le jeu au sol. Ça va être une belle bataille défensive, Didier. T'entrevois ça comment? Là? Ouais, mais je suis curieux, là. On a un secondaire de la Ligue canadienne là, avec nous. Ouais. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que Reda pense à des deux unités défensives. Pour moi, Montréal, le front de Montréal est incroyable. Surtout, on sait pas, je sais pas c'est quoi son statut, je n'ai pas vérifié, mais Mustapha Johnson au milieu de tout ça quand il est en santé, cette Ouais, sa défense-là est présence est vraiment incertaine. Ouais. avec cette défense-là est redoutable. Puis c'est une grosse perte pour eux, Mustapha Johnson. Et quand tu regardes Saskatchewan, ce que j'aimerais amener comme point, c'est que Saskatchewan est incroyable. Le front défensif et contre la course, ils sont inconcevables. Mais quand tu regardes par la passe, ils étaient avant-derniers. Les Mhm. carrières adverses, les attaques adverses arrivaient à lancer pour, si je ne me trompe pas, 285 verges par match, qui est quand même assez beaucoup, qui les plaçait avant-dernier au classement. Donc, je pense qu'avec le groupe de receveurs qu'on a parlé de Montréal contre la tertiaire de Saskatchewan, c'est quelque chose qu'on va devoir regarder tout au long du match. Et encore une fois, si tu regardes Montréal, je poserai les mêmes questions par rapport au groupe de demi-défensif de Montréal contre le groupe de receveurs de Montréal. Parce que les deux fronts, que ce soit Mm. Montréal ou Saskatchewan, défensivement, c'est incroyable. Des joueurs tout étoiles, c'est des joueurs qui peuvent faire des jeux à tout moment et changer les matchs à tout moment. C'est quelque chose de beau à voir. Honnêtement, c'est du bon football. Et j'ai hâte de voir le match-up défensif de groupe de receveurs qu'on a parlé contre les demi-défensifs des deux équipes. Mm. Ouais, écoute, j'ai hâte de voir ça aussi. Encore une fois, ça en vient à Davis Alexander, hein? Parce que combien de fois Davis Alexander achète du temps? Il sort de la pochette, Exactement. puis là, il peut repérer un Tyson Philpott dans les zones profondes ou un Austin Mack. Tu sais, ça en vient encore à ça, là, à Davis Alexander. Puis pour ce qui est de la défense des Alouettes, tu sais, aujourd'hui, il y avait Darnell Sankey et Asiak Ademi Berglund qui rencontraient les médias en même temps. Puis il disait, tu sais, notre défense, elle passe sous le radar. Tu sais, on parle beaucoup de l'attaque de Davis Alexander, mais il disait qu'eux, ils trouvaient que leur défense passait sous le radar. Puis ils ont raison parce que, tu sais, souviens-toi, Marc-André, on en a parlé pendant tout l'été là, durant le podcast. Il y a eu des matchs où la défense des Alouettes s'est fait traverser au sol là, par les équipes adverses. Mm. Mais on peut Mhm. rien dire en éliminatoire. Hein. Lors de la demi-finale de l'Est, malheureusement, là, Reda, tu veux boucher tes oreilles. On a complètement Euh, neutralisé Brady Oliveira. Oliveira qui a gagné 173 verges contre les Alouettes durant la saison régulière, lors euh, du match à Montréal. On l'a arrêté. Greg Bell avait eu quoi? Plus de 150 verges au sol, je pense, Marc-André, contre Ouais, les Alouettes en saison ouais. régulière au Saprissa Sud. On l'a neutralisé la semaine dernière. Et puis, Sankey me disait que c'est simple, les joueurs remplissent leur assignation durant la saison régulière. Des fois, ils essayaient d'en faire trop. Puis il disait lui-même, il s'est pointé du doigt, il a dit lui-même, des fois, il essayait d'en faire trop, puis il n'était pas dans le bon trou. Là, si tu as un joueur qui n'est pas dans le bon trou, ben là, ça crée une brèche pour le porteur de ballon adverse. Parce que moi, je suis impressionné de la façon que la défense des Alouettes a joué contre le jeu au sol là, depuis le début des éliminatoires. Et si ouais, on très parle des surpris, moi porteurs de aussi. ballon, vas-y, Reda. Vas-y, Ouais, Reda. très surpris. On parle de. Même si ça me crève le cœur d'en parler, moi, je pensais que Brady Oliveira allait avoir une game de carrière contre Montréal lors des éliminatoires qu'on a perdu malheureusement. Et il s'est fait, comme tu as dit, neutraliser complètement. Je peux le dire en mettant mes émotions de côté. La défense de Montréal a fait une job incroyable contre notre attaque au sol. Surtout si tu prends en considération quand on a joué cet été contre eux au stade Percival Molson et Brady, je pense, ses verges totales ce match-là étaient au-dessus de 200. Donc, Ouais. de neutraliser un joueur comme ça aussi drastiquement, c'est chapeau. Chapeau, honnêtement. Si on parle des porteurs de ballon maintenant, si les Rough Riders ont tort, ben les Alouettes, on a Hulk là, depuis quelques semaines. Hulk s'est réveillé justement contre Winnipeg là, 2 semaines. Ça a été un peu plus difficile contre les Tiger Cats, par exemple, en termes de course. Mais c'est ça, Didier, j'ai peur que du côté des Alouettes, on parle du fameux équilibre et le jeu au sol. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, Didier, le jeu au sol au début ou en début de match, parce qu'on l'a dit, le front défensif des Rough Riders est excellent. Est-ce que justement, on va être assez patient du côté de Jason Moss pour
laisser le temps à Stevie Scott de prendre ses aises, là, de prendre son envol, un peu comme Derrick Henry là, dans la NFL. Souvent, ça fonctionne pas. Il est rendu au troisième quart, pouf, il va d'une course spectaculaire de 50 verges. Moi, je trouve que Stevie Scott, il y a un peu, il y a un peu de Derrick Henry en lui, en ce sens-là. Là. Ouais, ben lui-même, il avait dit après son match en Saskatchewan, justement, quand il avait amassé plus de 100 verges au sol, parce que c'était Travis Tice qui avait obtenu le départ. Tice s'était blessé, je crois, lors de la première séquence, et puis là, il restait juste Scott. Puis après le match, il m'avait dit, tu sais, le fait qu'on m'a remis le ballon aussi souvent, ben ça m'a permis de trouver mon rythme. Je crois qu'il avait eu 18 ou 19 courses. Mais encore une fois, je pense que ça va revenir à Davis Alexander, les gars. Je ne veux pas me répéter, mais Je suis peut-être qu'on d'accord va avec toi. devoir. C'est ça, tu vois ça de la même façon, Reda? Peut-être qu'on va se rabattre sur le jeu au sol et Stevie Scott afin de protéger d'une certaine façon Davis Alexander, parce qu'Alexander ne pourra pas créer avec ses jambes. Exactement, je suis du même avis, honnêtement. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je pense ils vont devoir, ils vont devoir en donner plus à Stevie Scott pour ouvrir un peu plus les choses pour Davis Alexander. Et je pense que pour moi, le football, c'est le sport d'équipe, le plus gros sport d'équipe au monde. Et si la défense de Montréal arrive à bien gérer le match contre Saskatchewan, contre l'attaque de Saskatchewan, et que ça reste un match serré, que Saskatchewan ne prend pas l'avance très tôt, ben Montréal, je pense que Moss va être beaucoup plus confortable de continuer à appeler la course, même si des fois, faut que tu manges tes miettes avec la course. Au début, ça va être 1, 2, 3, -1, 5, 6, 10, -2. Il faut que tu continues, tu persévères, mais ça a un rapport aussi avec la défense. Si la défense joue bien contre Saskatchewan, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir. Mais le seul bémol que j'aurais, c'est si Saskatchewan prend les devants rapidement. Et là, Mhm. c'est là que Ouais. parfois tu vois, c'est là que parfois tu vois que les coordinateurs offensifs veulent s'éloigner du jeu au sol et là, t'en mets plus dans l'assiette à Davis Alexander, sachant qu'il est blessé. Donc, je sais pas, ça va être intéressant. Puis, comme tu l'as dit, Didier, tu l'as répété souvent, ça va revenir à Davis Alexander à quel point il est en santé. Mais Reda, Ouais. moi, je veux savoir, est-ce que AJ Ouellet représente une aussi grande menace là, que Brady Oliveira, par exemple, là, pour les Alouettes il y a 2 semaines? Eh non, c'est pas une... tu peux pas comparer Brady et Ouellet. Non, non, mais dans... On compare, Ouais, c'est son boy, là. on compare pas mais la F1 puis le go-kart. On peut pas, en on termes peut de pas plan de comparer match, ça. en Hey, termes de oublie pas, plan de match, par Marc-André, Ah, c'est une exemple, là. rivalité, hein. je niaise, vous Saskatchewan, t'inquiète. Winnipeg, c'est une rivalité sur des demi-jurés. En termes de plan de Non, match, mais est-ce je qu'il y a le pense même que. impact au sein d'un plan de match? Mais qu'est-ce qui est difficile avec Saskatchewan, puis moi qui joue 3 fois par année contre eux, c'est. Si tu veux game plan contre Ouellette, ça veut dire que tu vas laisser Emilus puis Schaefer Baker one-on-one. Hmm. C'est ça le débat. Mhm. Donc, je pense que ça se complémente bien. C'est une bonne attaque, man. C'est une très bonne attaque. C'est une attaque qui est très bien balancée. Comme on l'a dit, la ligne offensive, c'est une des meilleures, si c'est pas la meilleure dans la CFL. Là, tu ajoutes Ouellet, qui est un très, très bon running back. Pas aussi bon que Brady, mais qui est très bon. Puis, tu as un groupe de receveurs qui, qui, est- qui est incroyable. J'en perds les mots. C'est une attaque est complète. C'est une attaque est complète. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment Noah Thorpe va gérer tout ça. Didier, Ah, t'as j'ai quelque rien chose à ajouté, rajouter? Marc-André. OK, c'est bon. Je voyais Si t'avais on goût de parle parler, maintenant, t'es comme, ah! si on parle des unités spéciales, messieurs, José Malta, ça a été tout simplement incroyable. Là, 58 en 69 en saison régulière, 89% un taux de réussite assez élevé. Brett Lauter, ça a été pas mal plus difficile, chancelant par Hmm. moment, 72%, seulement 39 Hmm. en 54. Si il y a un botteur qui peut faire la différence en fin de semaine, j'imagine que vous aimeriez avoir José Maltos Diaz dans votre équipe plutôt que Brett Lauter. Là. 100%. 100%. Je Ouais. pense que c'est même pas débattable. Non, définitivement. Écoute, Arthur, là, premièrement, je suis surpris qu'il a conservé son emploi. Il a raté tellement de beauté durant la saison. À un moment donné, tu le voyais, là, juste Euh, son langage corporel, il avait plus confiance comparativement à Maltos Diaz, qui lui, il a tellement l'air confiant. Tout au long de la saison, à chaque fois que les Alouettes ont eu besoin de beauté sous pression cette année, il a livré la marchandise. Il a livré la marchandise à toutes les je, fois.
Ouais, je suis d'accord avec Du toi. côté des... Je pense que j'ai un des flashbacks qui revient, désolé de te couper, mais le match à Calgary qu'ils ont gagné, Ouais, c'est incroyable, pour de vrai, incroyable, incroyable. Mais je lève mon chapeau à Mace, le coach en chef de Saskatchewan, qui a toujours cru en son botteur. Il a souvent été posé la question, est-ce que c'est le temps de move on? Est-ce que c'est le ouais. temps d'aller chercher quelqu'un d'autre? Et il a toujours cru en lui. So, peut-être ça va faire la différence. Peut-être l'amour que le head coach a pour son botteur va faire la différence au moment crucial. On va Du côté voir, des hein, ça va être retours... intéressant de voir. Et du côté, je voulais vous demander, du côté des retourneurs, là, c'est un ancien Alouette, Mario Alford, là, Super Mario, qu'on l'appelait à Montréal. On espère que les Alouettes, ils se transforment en Paper Mario. Et James Letcher, je pense qu'on pourrait avoir deux potentiels là, de retour explosif sur les unités spéciales en retour de beauté. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Reda? Vas-y. Je pense que c'est un toss-up. Les deux sont très très bons. Moi, j'ai eu la malchance de jouer contre Mario plusieurs fois dans ma carrière. Et le voir courir, c'est quelque chose d'impressionnant, laisse-moi te dire. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur les couvertures de Montréal. Quand t'as Mhm. Tyrell Richards, puis gagner, je pense qu'il n'y a rien, aucun retourneur t'effraie vraiment. Donc je pense que c'est là que la différence va avoir lieu et non les retourneurs. Ouh, OK. ok, j'aime ça, ouais, parce que pour les gens qui ne savent pas, les Alouettes, si je ne me trompe pas, ont terminé au premier rang de la Ligue canadienne en termes de couverture, de beauté durant la saison régulière. Parce qu'en tant que retourneur, je donne l'avantage à Super Mario, à Mario Offord contre James Letcher. Surtout que Letcher, depuis qu'il est revenu au jeu, il a manqué beaucoup de temps de jeu cette année. Puis on dirait tu sais, qu'il est rouillé. Tu sais, le synchronisme avec ses bloqueurs, lui-même, il l'a reconnu aujourd'hui lorsqu'il s'était adressé aux médias qu'il y avait un manque à ce niveau-là, mais écoute, Reda met vraiment un bon point. Hein. Gagné et Richard, les deux sont des bêtes en Incroyable. couverture. Ouais, Les deux sont des incroyable, bêtes, là. incroyable. Je pense Ouais, ils ont fini un et 2 dans les plaqués des unités ouais, spéciales dans la CFL. Ouais, incroyable. ouais. C'est vraiment deux. Mais je suis d'accord avec toi. Si on parle strictement des retourneurs, Alford, pour moi, il y a Alford et Janarius Grant, puis il y a le reste de la Ouais. CFL. Ces deux-là, OK. personnellement, ces deux-là sont vraiment incroyables. Puis on a eu beaucoup de découvertes cette année, dont Valva dans mon équipe, dont le retourneur à Hamilton Walden. Mais si on parle de longévité et de carrière, Alford et Grant, c'est des gars qui répondent à l'appel quand le téléphone sonne. Ouais, non, c'est vrai ça. Et maintenant, je pense, messieurs, on a fait le tour des forces en présence. Ce serait le moment peut-être de se mouiller. Didier, que tu veux y aller d'une prédiction? Qui l'emporte en fin de semaine, Didier? Là, Ah, je parle aux journalistes impartials et objectifs. Là. ouais, écoute, ben justement, tu parles aux journalistes, j'ai appris, je vais partager ça avec vous. Je ne fais pas de prédiction sur les matchs des Alouettes. Parce qu'avant, il y a longtemps de ça, là, Ah, j'en faisais, puis à un moment donné, il y a un joueur qui m'avait pris à part. Puis il avait entendu ma prédiction, puis j'avais pas choisi les Alouettes pour gagner. Puis il m'en avait parlé, puis c'est vrai que ça me mettait dans une position compromettante, si on peut dire. Tu sais, parce que je vois les joueurs, les entraîneurs, l'équipe régulièrement, je suis là régulièrement aux entraînements et tout. Puis il m'a fait savoir qu'il n'avait pas apprécié ça. Puis j'étais comme, sais-tu quoi, il a un point. Donc, je vais me garder une petite gêne. Par contre, si Alexander est en santé, ça serait sans équivoque que je choisirais les Alouettes. Parce que Marc-André, tu le sais, j'en avais parlé au début de la saison. Là. Euh, pour moi, les Alouettes en santé étaient la meilleure équipe de la Ligue. OK, après peut-être les 3 premiers matchs de la saison, avant qu'Alexander se blesse. Puis je continue de croire ça. Puis je pense que ce sont vraiment les deux meilleures équipes de la Ligue canadienne là, qui vont s'affronter dimanche. Là. Les Riders ont terminé au premier rang dans l'Ouest. Si Alexander ne s'était pas blessé, je pense qu'on s'entend, les Alouettes auraient terminé premier dans l'Est. Ça, c'est sans équivoque. Mais le fait qu'il n'est pas en santé, ça met un gros doute dans mon esprit. Tu sais, ça va être une question de plan de match de Jason Mass. On vient d'en parler. Possiblement de se rabattre sur le jeu au sol. On a beaucoup parlé de Stevie Scott avec raison, mais Travis Tice, il a eu des bons moments la semaine dernière à Hamilton. Il a eu des bons moments. Lui aussi, il est difficile à plaquer. Puis sur les passes-pièges aussi, il peut devenir une arme. Donc, on va devoir s'ajuster, j'ai vraiment l'impression. Puis on en a parlé dès le début. Reda et moi, on recèle du même œil. Les ischio-jambiers en une semaine, je croirais pas, Ah, là. Je croirais ça pas. sent pas bon.
Non, vraiment Ça pas. sent pas Vraiment bon. pas. Non. Ouais. Mais toi, Reda, c'est quoi ta prédiction? On sait, tu détestes les Riders, c'est un joueur des Bombers, c'est normal, c'est une rivalité. D'ailleurs, il y a un point, les gars, qui a été soulevé par des journalistes lorsqu'ils posaient des questions aux joueurs des Alouettes. Peut-être que la foule va être derrière les Alouettes. Parce qu'à Winnipeg, c'est certain qu'on ne veut pas voir l'ennemi juré gagner la Coupe Grey Euh, dans notre stade. moi, j'aimerais te dire, moi, je suis un peu, si je parle avec mes émotions, je suis un joueur très émotif, donc on parle de football, je veux parler avec mes émotions. Être à Montréal et que Montréal gagne la Coupe Grey et vivre les célébrations pendant 2, 3, 4, 5 mois, c'est compliqué. Donc déjà là, je veux pas que Montréal gagne. Mais après, dire que je veux que Saskatchewan gagne, qui sont nos rivaux, ça sonne juste mal. Comme ça ferait juste pas de sens de ma part de dire ça. Mais je veux dire une chose, puis j'en ai parlé à mes amis puis à mes proches. Montréal l'ont gagné. Mes amis à Montréal, ils ont gagné la Coupe Grey. À Saskatchewan, j'ai un ami dont on a parlé, Samuel Emilus. Sa première Mhm. fois à la Coupe Grey. Est-ce que ça ferait plaisir que Saskatchewan gagne? Absolument pas. Mais de le voir finalement remporter la Coupe Grey, je pense que c'est un de mes derniers amis dans la CFL. C'est le seul qui lui manque une Coupe Grey. Ça me ferait plaisir. Mais je peux pas te dire, ça va sortir de travers si je te dis que je veux que Saskatchewan gagne. Mais je peux te dire Reda est que complètement j'aimerais déchiré. bien. J'aimerais bien voir Samuel Emilus finalement remporter la Coupe Grey après la saison qu'il a eue, remplie de blessures et de hauts et de bas. Je veux pas te dire qu'il le mérite parce qu'il porte la mauvaise couleur, mais ça serait moins triste que. C'est comme si je prends le pire. Ouais, c'est ça. Les, Rid- les Euh, Riders n'ont pas remporté la Coupe Grey depuis 2013. Et on se souvient, là, dans l'histoire contre les Alouettes en 2009, là, le fameux joueur de trop sur le 13e terrain, homme. 2009. Ah. 2009. on, pour- on pourrait venir venger cet échec-là en 2009 du côté des Riders. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu qu'on a peut-être rejoué cette finale-là ou ces derniers moments de cette finale-là du côté des Riders pour se motiver là, à l'approche du match de la Coupe Grey. Puis de mon côté, Peut-être. moi Mais aussi, vas-y, 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 Didier. excuse-moi. Non, 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 mais je vas-y, m'en allais vas-y. dire Je vais juste raconter quelque chose après. de mon côté, je m'en allais simplement dire que moi aussi, je pense un peu comme vous. Si vous pouvez me jurer que Davis Alexander va jouer toute la rencontre, que le cahier de jeu des Alouettes ne sera pas diminué, que ça sera le cahier de jeu au complet, on va sélectionner des courses pour Davis Alexander. Je pense que les Mm. Alouettes sont une meilleure formation, mais et comme, je suis un peu comme vous, je suis pas mal sceptique si on voit McLeod Bethel Thompson ou James Morgan Ah, rentrer dans le non, non, match, non. ça pourrait tourner au vinaigre, Juste je t'entendre pense. dire ça, Marc-André. Juste t'entendre dire ça. Écoute, la Ouais. semaine dernière, Moi, j'étais sur les lignes de c'est côté compliqué. lorsqu'Alexander s'est blessé. Là, j'ai vu Bethel Thompson s'échauffer, puis j'étais comme, ah, c'est comme ça, on retourne en arrière, là. C'est juste ce fait, ça me donne, Ah. oh, non. Souhaitons-nous pas ça, parce que je veux voir un bon Euh, spectacle. C'est rien contre Bethel Thompson, mais il a tellement connu plusieurs contre-performances, hein. Qu'est-ce que tu as à dire, ouais, Reda? ça a été beaucoup de hauts et de bas pour Beto Thompson, qui est un carrière vétéran dans la CFL que je respecte. Et si j'avais à choisir un remplaçant dans la CFL, ça serait probablement un de mes premiers choix, honnêtement. Mais là, j'ai fait beaucoup de blagues sur mes émotions. Mais si on parle strictement football, je pense vous êtes on point là. C'est pas mal la santé de Davis Alexander va dicter énormément. Si on me dit que Davis Alexander, il est 100% ready to go, il est en santé, son hamstring, aucun problème, je pense que le combat sera même pas des offensives, mais quelle défensive va être capable de faire le jeu? Quelle défensive va être capable de faire le stop? J'ai vraiment envie de. Je pense vraiment que c'est la meilleure défensive Hmm. le dimanche. Va, f- c'est là le combat, je pense. C'est là le combat. Honnêtement, c'est là le combat. Puis je dis pas ça parce que je suis un joueur défensif. C'est vraiment là que je pense que le combat va se dérouler. C'est laquelle des deux défensives va répondre à l'appel puis va jouer comme une défensive de championnat. Hmm. Bon, ben, ça va être le mot de la fin, je crois, là-dessus, hein. Comme on dit, les défenses gagnent les championnats. Alors, on Euh, verra si ça va te donner raison ça dimanche, Reda. Écoute, Reda, hey, On- je te remercie. Ouais, as-tu quelque chose à acheter, Marc-André? non, mais je voulais simplement plugger le fait que la Coupe Grey, la 112e Coupe Grey, ça va être dimanche Oui. le 16 novembre, donc à 18h.
L'avant-match à RDS est à 16h. Messieurs, Didier, j'espère que tu es au courant, j'imagine. 2 heures d'avant-match. 2 heures d'avant-match, donc. Je vais me pointer à 6h moins 5 au stade. Oui. Juste en voter 3 fois, je vais rater l'avant-match. Donc, l'avant-match est à 16h à RDS. Donc, oui, 112e Coupe Grey, dimanche à 18h. Ça va être tout un match. Ben, écoute, hey Reda, un gros merci. Je suis content qu'on ait pu t'avoir au podcast. J'ai eu l'occasion de te découvrir lors des dernières années, bien sûr, étant donné que les Bombers étaient toujours présents à la Coupe Grey, mais tu es un bonhomme sympathique. Puis je suis content de t'avoir au podcast, que les gens qui te connaissaient peut-être pas, ben là, ils peuvent voir ton excellente personnalité et puis également tes Merci grandes Didier. connaissances du football. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Ça a fait plaisir. Allez, parfait. Merci encore une fois, puis porte-toi bien. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Alors, c'était Reda Kramdi, secondaire de ligne des Blue Bombers de Winnipeg. Ouais, Marc-André, on va se tourner du côté de la NFL, mais avant, on va inviter les gens là, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vais te laisser le faire, tu le fais tellement bien toutes les semaines. Écoute, Didier, on est partout sur les réseaux sociaux, ou à peu près partout. On a une page Facebook, Instagram, Le Sac du Corps. On a une page YouTube via Didier Orméjus, ou Le Sac du Corps, ça fonctionne aussi dans la barre de recherche. On est à plus de 1000 abonnés maintenant sur YouTube. Ça continue de grandir. Sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts, on est présent aussi. Donc, aidez-nous. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des étoiles, cliquez sur j'aime, cliquez sur pour vous abonner. Ça nous aide grandement à faire grandir notre projet, puis c'est grandement apprécié. Et on vous remercie, là, les gens qui nous écrivent. J'essaie de tout lire, j'essaie de répondre au plus de gens possible. Moi aussi, écoutez, moi aussi. Merci beaucoup. Il y en a de plus en plus, donc c'est difficile à suivre, c'est dur à suivre des fois. Mais merci de nous écrire, merci de commenter, merci de nous dire aussi que vous aimez ce qu'on fait. C'est grandement, ça fait chaud au cœur. Oui, absolument, absolument. C'est un plaisir. Puis, on espère que vous allez répandre la bonne nouvelle, inviter vos amis qui sont des mordus de football également à nous écouter ou à nous regarder via la chaîne YouTube. Bon, on y va, Marc-André. 11e semaine d'activité. Hey, c'est fou, là. Parce Ça que là, la passe Coupe vite, hein? Grey, ça va être dimanche. La semaine d'après, ça va être la Thanksgiving américaine. J'entends de dire on va être rendu au mois de décembre, là. Exactement, exactement. Les Chargers à 7-3 vont affronter les Jaguars qui sont 5-4. Les Chargers sont favoris par 2,5 au preneur au livre. Didier, j'imagine qu'on va parler des Jaguars parce que comment peut-on laisser échapper une telle avance? On menait 29-10 au début du quatrième quart. Les Texans, la semaine dernière, ont marqué 26 points face à la défense des Jaguars. Didier, Avec Trevor Davis Mills Lawrence, au poste de quart, en passant. Hein. en plus, Avec Davis Davis Mills. Mills. Quart numéro 1 niveau fantasy, d'ailleurs, la semaine passée, Davis Mills, à cause de cette remontée-là. Ah ouais, pour le vrai? Oui, exact, de la semaine. Donc, tu vois que le fantasy football, Davis. c'est juste de la chance. Je peux te garantir que personne n'avait Davis Mills dans sa formation en plus. Garanti, garanti. Donc, comment tu entrevois ce match-là? Trevor Lawrence, Didier, écoute, je ne veux pas partir un débat, là, mais il va falloir que les Jaguars se réfléchissent profondément là, à peut-être se chercher un nouveau quart là, pour la suite des choses, selon moi. Là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, moi, il y avait 2 quarts en début de la saison que j'avais déclarés sur lesquels j'avais lancé la serviette. C'était Trevor Lawrence et Kyler Murray. Là, Kyler Murray, tu vois, les Cardinals ont placé sur la liste des blessés. Est-ce qu'il est réellement blessé ou pas? Mais il semblerait qu'il aurait joué son dernier match dans l'uniforme d'Arizona. Du côté des Jaguars, ben là, écoute, il n'y a pas d'amélioration. Et Trevor Lawrence doit faire attention. Parce que le DG qui l'a repêché, la direction qui l'a repêché, n'est plus là. N'est plus là. Donc, on n'est pas attaché, on n'est pas lié à Trevor Lawrence. On va dire on est lié financièrement en raison de son contrat. Ça, c'est une chose, mais comme on l'a vu, là, lorsque les Broncos de Denver ils ont décidé que Russell Wilson, ce n'est pas la solution, ils se sont dit, écoute, on va prendre le cap hit, excusez-moi de l'expression en anglais, mais là, je ne sais pas comment traduire ça. Puis, on va passer à un autre appel. Alors, du côté des Jaguars de Liam Cohen, l'entraîneur-chef, je suis sûr qu'il doit passer énormément de temps avec Trevor Lawrence. C'est certain, là, de le voir commettre des bévues, de ne pas être productif. On va peut-être passer à un autre appel là, à un certain moment donné durant la saison morte du côté des Jaguars, si c'est possible, là, financièrement avec son contrat. Et puis là, en plus, Marc-André, Travis Hunter, sa saison est terminée. Hein? Mm-hmm. Il va devoir subir une intervention chirurgicale à son genou. On l'avait placé sur la liste des blessés.
Ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Pour tout ce qu'on avait donné au repêchage, afin de repêcher Travis Hunter, sa production, ça faisait en sorte que ça n'en valait pas la peine. Puis là, il a subi une grave blessure à un genou en plus. Ça va vraiment pas bien du côté des Jaguars de Jacksonville. Alors, moi, je choisis les Chargers pour l'emporter à Jacksonville parce que j'ai été impressionné par la performance des Chargers contre les Steelers. Malgré le fait que la ligne à l'attaque est amochée, oui, bon, Justin Herbert s'est fait frapper, mais je lisais qu'en moyenne, Marc-André, il a décoché ses passes en moyenne en seulement 2,2 secondes. OK? Il s'est débarrassé du ballon rapidement contre les Steelers. Je pense qu'il va pouvoir recréer ça contre la défense des Jaguars de Jacksonville. Parce que les Jaguars, s'ils ne provoquent pas de revirement, ils accordent une tonne de verges. Alors, je pense que, ouais, on joue bien du côté des Chargers. Puis, ça va se poursuivre à Jacksonville ce week-end. La ligne à l'attaque des Chargers, c'est vraiment le point névralgique. Ça m'inquiète aussi. Sauf qu'on affronte une défense qui a seulement réussi 6 sacs au total dans les 6 derniers matchs. Donc, je pense que ce n'est pas un front défensif, c'est pas une défense qui met énormément de pression en ce moment. Moi aussi, je prends les Chargers pour l'emporter. Et les Chargers, cette année, Didier, sont 3-1 sur les terrains adverses. Donc, en plus, on est bon à l'étranger, sur la route du côté des Chargers. Je prends aussi également les Chargers donc pour l'emporter. Les Buccaneers à 6-3 vont affronter les Bills qui sont 6-3 à Buffalo. Buffalo d'ailleurs favori par 5,5 au premier rôle. Ça va être un match assez intéressant, ça. Didier, les Bills, qu'est-ce qui se passe avec les Bills? On dirait qu'à chaque semaine, on se met au niveau de notre adversaire et on s'est fait prendre Ouais, hein? contre les Dolphins la semaine dernière. On a joué un match pathétique entre les Chiefs et les Bucks. C'est comme si on sortait d'une victoire contre les Chiefs émotive. On pensait déjà aux Bucks. On avait oublié les Dolphins, puis on s'est fait prendre. On a vraiment mal joué du côté des Bills. Ouais, c'est vraiment ça que tu as dit. On joue au niveau de talent de nos adversaires. Et j'ai oublié, là, j'ai vu ça passer sur X aujourd'hui, là. Il y a un joueur des Bills qui disait ça, justement, qu'ils ont pris à la légère les Dolphins de Miami. Écoute, il n'y avait pas d'émotion du côté des Buffalo. On avait l'air d'être à plat dès le début de la rencontre, même quand tu regardais le langage corporel de Josh Allen. Mais en plus de ça, cette défense de Buffalo, Marc-André, mis à part le match contre les Chiefs de Kansas City, où on a vraiment bien joué, mais on ne joue pas bien défensivement depuis le début de la saison du côté des Bills de Buffalo. Alors, je ne sais pas, moi je crois, j'ai des questions, je me pose des questions. Puis on n'a pas été actif à la date limite des transactions afin de donner un receveur de plus euh, à Josh Allen. J'ai des réserves, les Bills m'inquiètent. Tu sais, on en avait parlé avant le Mhm. début de la saison, on se disait ça passe ou ça casse pour Buffalo là, afin de gagner le Super Bowl. Moins qu'on redresse la barre, j'ai l'impression que ça va casser. Parce que défensivement, on n'est pas assez bon, là, je crois, sincèrement, du côté de Buffalo, en particulier contre la course. On a beaucoup d'ennuis. Toi, qu'est-ce que tu en penses des Bills? Est-ce que tu es prêt à lancer la serviette? Pas prêt à lancer la serviette. Ben, dans quel sens? Est-ce que je pense qu'ils vont En tant potentiellement. qu'aspirant du Super Bowl. Ah oui, 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 absolument, absolument. Je pense que c'est une équipe Ah qui ouais, va tu lances la participer aux serviette là-dessus, hein? éliminatoires. Ah oui, je pense qu'il nous manque toujours quelque chose. Comme je l'ai dit depuis quelques semaines, je trouve qu'on mise tous nos jetons sur Josh Allen qui met sa cape de Superman semaine après semaine. Je pense pas que Josh Allen va sortir des performances incroyables de temps à autre, mais je pense pas que ces performances-là sont soutenables pendant 2 ou 3 semaines éliminatoires consécutives pour qu'il joue à ce niveau-là. Donc, je pense que justement, on est mal bâti là, du côté des Bills. L'attaque fonctionne moyennement également. La semaine dernière, pas eu un grand match non plus de James Cook en passant. Et du côté des Bucks, Didier, j'ai hâte de voir parce qu'on est 6-1 cette année lorsque l'adversaire court pour moins de 125 verges au sol contre nous. J'ai l'impression que James Cook va vouloir vraiment faire amende honorable à sa piètre performance, quand même récolter 50 quelques verges, mais quand même, pour James Cook, qui est le deuxième pour les verges au sol en ce moment dans la NFL, c'était une contre-performance. Je pense qu'on veut faire oublier ça. J'ai pris les Bills pour l'emporter parce que j'ai une stats vraiment infaillible pour toi. Depuis 2023, Didier, les Bills à domicile sont 9-0 lorsqu'ils jouent à 13h, heure de l'Est. Et c'est ça qui va arriver dimanche. On joue à 13h. Je pense que c'est la stats infaillible. On est invaincu. Je prends les Bills pour l'emporter, mais vraiment de reculons, là. Ouais, les Bucks, là, les absents en attaque, ça paraît, là. Ça Mhm. paraît. L'absence de Bucky Irving,
Ah, puis c'est Également, bon, nébuleux, Chris Bucky Irving, en passant. Hein? Je ne sais pas si tu as vu. On dit qu'il a un mal à Ouais, l'épaule. Il ne sera pas de retour cette semaine. J'ai bien hâte de voir la suite des choses parce ça sent qu'il pas bon. semble. Non. Non, non, effectivement. Godwin, bon, on l'a presque pas vu. Il a commencé la saison blessé. Il est revenu. Il s'est blessé à nouveau. Mike Evans, bon, pas probablement que sa saison est terminée. Je sais que Tess Johnson, la recrue, fait des jeux. Ebuka aussi, mais on parle de deux receveurs recrues. Est-ce que tu peux vraiment te fier là-dessus sans ton porteur de ballon explosif? Il reste Rashad Ward, bon, Sean Tucker. Sur la route, je vais prendre les Bills. Parce que là, je pense que les Bills, cette défaite-là contre les Dolphins, ils doivent rebondir, là, je peux pas croire. Là. Donc, je vais choisir, étant donné que le match est à Buffalo, puis avec ta statistique infaillible, là, je vais endosser Buffalo pour cette semaine. Les Panthers qui sont 5-5 vont affronter les Falcons à Atlanta qui sont 3-6. Atlanta favori par 3,5 au preneur au livre. La Caroline a remporté les trois de ses 5 derniers duels lorsqu'ils étaient en visite à Atlanta. Lors de la semaine numéro 3, d'ailleurs, ces deux équipes-là s'étaient affrontées en Caroline. Victoire de 30-0 des Panthers. Il dit alors ma question, est-ce que les Falcons vont marquer leur premier point face aux Panthers cette saison en fin de semaine? Ben oui, hein. Cette défaite-là, 30 à C'est 0, n'importe quoi. genre, je ne savais pas quand c'est arrivé, ouais. Mais les Falcons, ils ont de la misère à marquer 25 points par match. Tu sais, avec tous les anciens choix de première ronde qu'on a. Puis on s'est texté lors du match en Allemagne, le dimanche matin. Tu sais, les deux, on était frustrés de voir que par moment, ben là, on oubliait de remettre le ballon à Bijan Robinson. Alors qu'à l'opposé, ils affrontaient les Colts. Qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on s'est aperçu que Daniel Jones ben, commettait trop de revirements, on s'est rabattu sur Jonathan Taylor, 32 courses, 244 verges. En ce temps-là, Bijan Robinson, lui, était sur les lignes de côté. Je veux bien croire que Tyler Adger est un bon porteur de ballon, mais ça me dépasse. Ça. Là, on est Mhm. rendu, c'est quoi? C'est la troisième, quatrième saison de Bijan. Là, j'ai Mhm. perdu le troisième, quatrième saison. Puis on parle Troisième. encore du fait qu'on ne remet pas suffisamment de ballon à un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL. Je comprends pas ça. Alors que du côté des Panthers, Marc-André, j'en parlais avec Brian Arelimana dimanche soir. J'ai trouvé, j'ai déchiffré les Panthers à Caroline, Marc-André. C'est simple, les Panthers ne peuvent jouer que d'une façon. Si le jeu au sol ne fonctionne pas, oublie ça, ils ne peuvent pas te battre d'aucune autre façon. Ils ne peuvent pas te battre juste avec le bras de Bryce Young. Ils ont besoin du jeu au sol. La semaine dernière, Rico Dowdle a ajouté une cinquantaine de verges, si je me souviens bien. C'est un match de section qui va avoir lieu à Atlanta. Je vais prendre les Falcons à reculons. Euh, mais j'ai aucune confiance en mon choix, là, personnellement. Et en plus, tu dis que ça va se passer au sol pour les Panthers. On affronte une équipe qui a accordé 323 verges au sol aux Colts la semaine dernière. Il en accorde le quatrième plus haut total de Ah, verges. C'est un bon affrontement là, pour les Panthers. J'ai pris les Falcons pour l'emporter, Didier, parce que moi aussi, honnêtement, les Falcons devraient gagner ce match-là. C'est une meilleure formation sur papier. Et on aimerait venger. Là, on se souvient, l'année dernière, là, Bryce Young avait mis fin aux espoirs des Falcons également en fin de saison de participer aux hum, éliminatoires avec une victoire à Atlanta de surcroît. Donc, je pense que les Falcons ont de bonnes raisons d'être motivés. Je les prends pour l'emporter contre les Panthers, qui, selon moi, leur fiche de 5-5 est un peu un petit mirage. Là. Mais bref, je prends les ouais. Falcons pour Mais l'emporter également. ouais. Ben, c'est ça, on dit c'est un mirage, mais il y a tellement de mauvaises équipes dans la NFL. Tu sais, cette année, il y a des équipes qui en arrachent vraiment. Donc, d'avoir dossier égal à 500, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, est-ce que c'est un mirage? D'une certaine façon, oui, mais je peux voir comment on a une fiche égale à 500. Mais j'ai peur que d'autres pourraient connaître, en tout cas. Là. Tu sais, tu viens d'en parler, la Mm. prestation que la défense a eue contre Jonathan Taylor. Comme je t'ai dit, là, j'ai pas beaucoup confiance en mon choix. C'est juste à cause que le match est à Atlanta que je vais prendre les Falcons. Mais s'ils perdent, je serais vraiment pas surpris sur les Falcons. Hey, 3-6, les Falcons, Marc-André. 3-6, Ça on n'a n'a pas de pas de sens. choix de première ronde l'année prochaine, en Mhm. passant. Tu sais, on n'a pas Mais de choix de première ronde. non, non. Mais la défense est meilleure que par le passé. On a quand même Oui, James oui, oui, oui. Pierce, Walker, ça joue bien, là. Mais Ouais. c'est ça, ouais. Mais ça va être long. Mais c'est comme je te dis, Et Michael Penix, on a on parle pas de marqué 20. Michael Penix. C'est pas facile, Michael Penix. Non, non, non. Mais tu sais, il y a 2 semaines à Foxborough, 3 passes de toucher, aucune interception. Ça a été plus laborieux contre les Colts. Mais si je me souviens bien, j'oublie ce quoi la statistique. On a marqué 25 points contre les Colts la semaine dernière en Allemagne.
Je crois que c'est juste la troisième fois qu'on marquait plus de 24 points cette année. Quelque Mhm. chose du genre, là. Faudrait que je regarde. Alors, c'est ça, c'est l'attaque qui est un problème. Tu sais, l'année dernière, on parlait beaucoup de la défense. La défense s'est améliorée, mais en attaque, parce que quand tu regardes après Drake London, il n'y a aucun receveur qui fait quelque chose du Mhm. côté de l'attaque des Falcons. Sérieusement, Absolument. London a la grande majorité des touchés par la voie des airs du côté de l'Atlanta. C'est qui le receveur numéro 2? Il y a Mooney qui est là. L'année passée, pourtant, il avait connu une belle saison pour les Falcons. Tu sais, il était Mhm. leur menace verticale. Cette année, il ne fait pas grand-chose. Alors après, puis là, Carl Pitts, la semaine dernière, encore une fois, tout seul, il a échappé une passe. Il continue de décevoir ce flop du repêchage. Donc, c'est ça, là, tu sais, malgré tous les choix de première ronde qu'on a fait, c'est ça, là, on demeure une déception offensivement du côté des Falcons. Les Seahawks à 7-2 vont affronter les Rams qui sont également 7-2. Les Rams sont favoris par 2,5 à domicile. Didier, je sais que tu seras à la Coupe Grey, que ce match-là est en fin d'après-midi, mais c'est l'affrontement du Ouais, week-end dans la NFL, si tu veux mon avis. ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, là. Quel match, là. Seahawks contre Rams. T'as vu ce que les Seahawks ont fait aux Cardinals? Tu sais, ils ont marqué une quarantaine de points. Puis, si je me souviens bien, Sam Darnold a complété seulement une douzaine de passes. Mhm, mhm. Mais, On a eu deux touchés défensifs en plus. C'est deux des meilleurs fronts de la NFL qui vont s'affronter, là. C'est quand tu parles du regroupement de joueurs de ligne défensive et de secondaire de ligne, celui des Seahawks est incroyable. Celui des Rams a démontré l'année dernière que c'était un des meilleurs de la NFL. J'espère là, que les gens commencent à réaliser à quel point le front de la défense de Seattle est vraiment complètement dominant. Matthew Stafford joue le meilleur football de sa carrière. On en parlait au début du podcast. À l'âge de 37 ans, le match va avoir lieu à Los Angeles, au SoFi. Toutefois, je vais choisir les Rams, mais malheureusement, comme vous avez dit, je vais rater la rencontre étant donné que je suis à la Coupe Grey. Mais ça va être tout un match de football. Ça va être un match extrêmement robuste, hein, parce que ces deux équipes-là jouent avec énormément de robustesse. j'ai hâte de voir comment Sam Darnold va se comporter du côté des Seahawks parce que rappelle-toi l'année dernière avec les Vikings, il a une fiche de 14-4 l'année dernière, mais 0-2 contre les Rams, donc un désastre en Mm. éliminatoire. 12 sacs, il a été victime de 12 sacs du corps contre la défense des Rams l'année dernière, dont 9 en éliminatoire. On se souvient, là, lorsqu'il était sous pression, Sam Darnold, c'était vraiment pas facile la saison dernière. Et même encore cette année, là, j'avais un petit stat pour mon bloc fantasy, mais je vais te la dire maintenant. Cette année, Didier, Sam Darnold a une efficacité de 128,6 sans pression dans la pochette, mais ça dégringole à 83 en termes de code d'efficacité lorsqu'il est sous pression. Et on connaît l'excellence du front défensif des Rams. Moi, c'est là que je pense que ça va jouer parce que Sam Darnold, euh, je veux dire, on va mettre beaucoup de pression sur Sam Darnold parce que le jeu au sol, le front défensif excelle contre le jeu au sol. Ça va être difficile pour courir pour Seattle, je pense, dans ce match-là. Et de toute façon, c'est difficile pour courir pour Seattle dans plusieurs matchs en ce moment cette année. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça là, la clé du succès. Est-ce que Sam Darnold va pouvoir répondre aux attentes? Si oui, les Seahawks vont l'emporter, mais j'ai choisi également les Rams à domicile pour gagner. Ouais, t'as pas ça, Charbonnet, tu trouves pas qu'il fait du bon boulot? Ouais, Il est plus, il me semble qu'il est plus productif ces temps-ci que Kenneth Walker. En tout cas, il faudrait que je regarde, là, peut-être que je tombe dans l'erreur en disant ça, mais bref. OK, donc toi, tu choisis qui, t'as dit? j'ai pris les Rams aussi. Et puis en passant, OK, les Rams. Matthew Stafford, contre les défenses de Mike McDonald, il y a deux matchs. Il a affronté les défenses de Mike McDonald deux fois dans sa carrière. Moyenne de 296 verges par la passe. Il y a eu 5 passes de toucher, aucune interception en deux matchs. Donc, la défense des Seahawks n'a Hmm. qu'à bien se tenir. Le Matthew Stafford, ça ne l'effraie pas du tout. Un vétéran aguerri, là, comme on dit. Mais il est dû pour un mauvais match, hein, Matthew Stafford. Il ne peut pas compléter 4 Ah, il passes est de dû. toucher, aucune interception toutes les semaines. Mais wow, Ça, il relève vraiment toute une saison. on est mardi, puis le statut de Davante Adams est à surveiller aussi. Là. Il s'est blessé lors du dernier match. Ça reste également à suivre. Ouais, il s'est blessé tout seul, là, ouais, en courant, en Ouais, faisant une feinte sur la tracée de passe. Ça, c'est un les- signe de vieillesse, je pense, ouais, hein, c'est exactement. de se blesser de Moi, je façon-là. me blesse comme ça. C'est ça, là. Les Chiefs à 5-4 vont affronter les Broncos qui sont 8-2. Kansas City favori par 3,5 sur la route à Denver contre une équipe qui est 8-2. Moi, je trouve que cette cote-là des preneurs au livre, ça en dit long
sur ce qu'on pense réellement des Broncos. Et je suis pas mal de leur avis. Je pense que les Broncos, c'est la pire équipe de 8-2 depuis longtemps dans la NFL. En fait, de leurs 8 victoires, il y en a une seule, Didier, cette année, qui a été acquise face à une formation qui joue pour au moins 500. Donc, ça en dit tout. Moi, je pense que les Broncos, là, c'est des chimères, c'est un mirage. J'ai choisi les Chiefs pour l'emporter. Écoute, la défense des Broncos, elle est réellement bonne. Ça, c'est pas un mirage. Mais c'est l'attaque. Bonix, ça fait quelques semaines là, qu'on en parle là, au podcast. Boui a été capable de faire des miracles au quatrième quart à Houston avec ses jambes, qu'il avait fait des jeux au quatrième quart. Mais Bonix connaît vraiment pas une bonne saison. Là. Est-ce que c'est la game de la deuxième année ou est-ce que c'est lui qui n'est pas capable de s'ajuster aux ajustements que les défenses ont apportés contre lui au cours de la saison morte, une fois qu'ils ont étudié les vidéos de ses matchs l'année dernière? Mais Bonix en arrache vraiment, Marc-André, puis on dirait qu'il n'est pas en mesure de se replacer. Là, on va affronter des Chiefs. Le premier rang là, ne sera pas en enjeu officiellement, mais les Chiefs, c'est la division des Chiefs depuis que Patrick Mahomes est le carrière à Kansas City. Là, ils savent que les Broncos les menacent de leur ravir le titre de section. Kansas City avait congé la semaine dernière. Je suis obligé de prendre les Chiefs, Marc-André. Parce que la façon dont l'attaque des Broncos joue, je ne peux pas endosser ça. En tout cas, puis je sais que le match va être à Denver. La seule chose, c'est la ligne à attaque. La dernière fois qu'on a vu la ligne à attaque des Chiefs, euh, Patrick Mahomes s'est fait tabasser à Buffalo face au front de la défense des Broncos. Avec la foule bruyante en plus de ça à Denver, on pourrait faire de la vie dure à Patrick Mahomes. Mais bon, on enregistre le podcast mardi soir. J'ai hâte de voir si Josh Simmons sera de retour. Il me semble qu'on avait dit qu'il devrait rejoindre l'équipe à de congé, lui qui est absent pour des raisons personnelles depuis longtemps. Mais on va en avoir besoin. Alors, si Simmons est là, moi, je choisis Kansas City à faire l'emporter. Et avant de passer à l'autre affrontement, on avait un tableau. Tu voulais te présenter un tableau des sacs dans la Oui, NFL. Les Broncos en ont 46. C'est un sommet dans la NFL. En fait, les Broncos, Didier, ont plus de sacs que les 49ers, les Jaguars et les Ravens combinés cette saison. c'est historique, c'est ce que Denver fait. Mm. Parce qu'on le voit ici, là, au niveau des statistiques, après 10 matchs, on a 46 sacs. Alors, il y a seulement les Bears de 1984, les Bears, encore une fois, de 87 et les Vikings de 1989 qui ont eu plus de sacs après 10 rencontres que l'édition actuelle des Broncos de Denver. Alors, c'est pour ça que je dis, je peux voir un scénario où Denver, même si l'attaque va connaître un autre mauvais match, on va défaire les Chiefs de Kansas City parce qu'on peut réellement faire la vie dure aux carrières adverses. Et ça pourrait se répéter pour Patrick Mahomes si son bloqueur à gauche n'est pas de retour, Josh Simmons, pour la rencontre. Savais-tu, Didier, que Patrick Mahomes est 8-1 dans sa carrière lorsqu'il subit 3 sacs dans un match et plus? Ah oui, 8-1, Ouais, ouais, vraiment. ouais, OK, bon, ouais. peut-être ça va jouer en sa faveur de se faire, de se faire frapper. Peut-être que c'est parce que justement, il sort de la pochette régulièrement, il fait des jeux avec ses jambes, peut-être que ça l'aide à être plus C'est vraiment efficace. Mais oui, particulier comme 8-1, statistique, ça. j'ai Hein? j'ai trouvé ça fascinant. Et Andy Reid fiche de 22-4 au retour d'une semaine de congé. Donc moi Mm. aussi, on prend les deux, les Chiefs, pour l'emporter. Les Lions, qui sont 6-3, vont affronter les Eagles, qui sont 7-2 à Philadelphie. Ce sera le match du dimanche soir. Ça va quand même être palpitant. Ça aussi, il va y avoir des célébrations des Alouettes, on l'espère pour toi, pendant la diffusion de ce match-là. Les Eagles sont favoris par 1,5 au preneur au livre. Moi, j'aimerais t'entendre, Didier. Tu as regardé le match des Eagles lundi. Oui. Comment tu as trouvé la décision en 4e essai et 6 là, de Nick Sirianni d'y aller en fin de match? Je sais que ça fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Là. Ouais, c'est pas sa meilleure, hein? Non. Je pense. Je pense que toi, ben surtout toi, en tant que partisan des Eagles, est-ce que tu portes un chandail des Eagles, justement? Présentement, Oui, je vois qu'il y oui, a du vert. oui, Ouais, c'est ça. Ben exactement. oui, OK. Exactement. Ouais, c'est ça. Toi, Ben, qu'est-ce que t'en as pensé? j'ai trouvé ça spécial. Je comprends. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très rationnel dans la vie. Je comprends la mentalité derrière tout ça. Je veux dire, si on complète cette passe-là, le match est terminé. Je peux comprendre. Ouais. La défense joue de l'excellent football. Je peux comprendre le processus derrière ça. La défense était intraitable ou presque dans ce match-là.
Mais c'était un match à haut risque. J'ai trouvé ça spécial. J'aurais pas fait ce genre Non, moi non plus. d'appel-là en match, mais j'ai trouvé ça audacieux. Mais parlant d'audace, là, s'il y en a un qui est audacieux, c'est bien Dan Campbell. On affronte les Lions. On risque peut-être d'avoir des décisions de la sorte là, dans ce match-là dimanche soir. D'ailleurs, Dan Campbell, Didier, a appelé les jeux pour la Tu- première fois. Là, Ben oui. ça s'est traduit par 226 verges au sol la semaine dernière. L'attaque faisait flèche de tout bois. J'ai hâte de voir ça contre les Eagles. Plus de 500 verges d'attaque pour les Lions la semaine Mhm. dernière avec Dan Campbell qui sélectionnait les jeux. Tout le monde a touché au ballon, tout le monde a contribué. Que ce soit Jameer Gibbs, Williams, Laporta. Mhm. Écoute, là, c'était les Lions à leur meilleur. Là. Puis j'ai aimé ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont sous l'impression que Dan Campbell, c'est simplement un motivateur. Écoute, bon, oui, c'est un excellent motivateur. Sa personnalité, bon, avec sa carrure, les gens sous-estiment son QI de football. Dan Campbell, là, c'est toute une tête de football. Il a appris de Sean Payton pendant plusieurs années, quand il jouait sous Sean Payton, également lorsqu'il a fait partie de ses groupes d'entraîneurs. Il y a bien des gens qui sous-estiment ça de la part de Dan Campbell. Mais je pense que les gens ils doivent commencer à réaliser avec la performance là, de l'attaque des Lions lorsqu'il a sélectionné les jeux, à quel point il connaît son football offensif, Dan Campbell. Écoute, les Lions marquent des points là. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu justement avec Campbell qui sélectionnait les jeux. Choisir Détroit pour aller à Philadelphie et vaincre tes champions en titre du Super Bowl. J'y vais avec Détroit. Toi, est-ce que tu vas choisir contre ton équipe? Tu l'as déjà fait par le passé, faut dire. Ça a pas porté fruit. Mais Non, moi, ce non. que j'ai aimé, c'est la défense des Eagles dans le dernier match. Je pense qu'on est en train de retrouver nos lettres de noblesse en défense. Jaden Phillips, là, sérieusement, c'est-tu un vol, ça, contre un choix de troisième ronde? Il a été incroyable pour les Eagles à son premier match. Nakobe Dean, là, qui effectue un retour aussi. Bref, la clé, ce sera la tertiaire. Est-ce que les receveurs rapides, que les Laporta, les Jameson Williams peuvent faire la différence? Non, j'ai pris les Eagles pour l'emporter à domicile, moi, dans le match du dimanche soir, mais j'imagine que ça va être une bataille vraiment de tous les instants. J'ai bien hâte de voir ce match-là. Les Bears, maintenant en rafale, disons, on essaie d'aller Ouais. vite, c'est ce Ouais, qu'on fait va rarement. vraiment falloir ouais, c'est ça, mais Marc-André, il va vraiment falloir qu'on soit en rafale. Parce que mon téléphone, ça fait un bout de temps, là, j'ai eu l'avertissement que j'étais juste à 20% de Oh batterie. non. Puis là, Donc, j'utilise un émetteur avec le micro qui fait en sorte que je ne peux pas brancher le téléphone sur la charge. Alors, j'ai aucune idée jusqu'à arrête de combien de parler, on va pourcentage. continuer. OK, c'est bon. Les Bears à 6-3 vont affronter les Vikings à 4-5. Minnesota est favori par 3,5 au preneur au livre. Moi, je prends les Vikings pour l'emporter parce que J.J. McCarthy va faire un autre retour victorieux comme il l'avait fait dans la semaine numéro 1. Même si J.J. a complété 47% de ses passes la semaine dernière, je pense que les Vikings de domicile vont triompher cette semaine. Ah, ça me surprend. Je croyais que j'allais prendre les Vikings, puis toi, tu allais prendre les Bears. Moi aussi, je prends les Vikings. Je sais que les Bears, bon, ils ont gagné la semaine dernière, ils sont revenus de l'arrière contre les Giants de New York, mais je crois toujours pas à cette défense-là des Bears de Chicago. On voit l'amélioration de la part de Caleb Williams, oui, mais le match va avoir lieu au Minnesota avec la foule bruyante et la défense de Brian Flores. Je pense que ça va vraiment mettre à l'épreuve Caleb Williams. On n'a pas joué contre des bonnes défenses récemment du côté des Bears. On avait joué contre la défense des Bengals, pourri, la défense des Giants, pourri. Là, ça va être un test. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais choisir les Vikings. Pas certain comment les Vikings vont marquer des points, mais je pense qu'on va faire la vie dure à Caleb Williams. Et à la défense des Bears, qui est secrètement mauvaise, hein, comme tu aimes Ouais, si bien le ouais, dire. exactement. Les, les Jets qui sont 2-7 vont affronter les Patriots qui sont 8-2. C'est le match du jeudi soir. Nouvelle-Angleterre favori par 11,5 au preneur au livre. On a une question de Gigi Ducharme sur YouTube. Il nous demande bonjour les gars, ma question est au sujet des Patriots. Qui est la plus belle surprise en cette saison de la NFL? Considérez-vous que les Patriots possèdent un des meilleurs duos de coach de la NFL avec Vrabel et Josh McDaniels, qui démontre pourquoi il est l'un des meilleurs coordinateurs à l'attaque du circuit? Didier, que les Patriots sont un des meilleurs duos de coach cette saison dans la NFL?
Ouais, définitivement. Écoute, là, tu sais, Josh McDaniels, bon, il a déjà été entraîneur-chef, pas un grand succès comme entraîneur-chef. En fait, il a été un désastre, que ce soit à Las Vegas ou à Denver à l'époque. Mais c'est toute une tête de football, là. Regarde le travail qu'il fait avec Drake May, tu sais, le travail pendant de nombreuses années avec Tom Brady. Puis Mark Vrabel, tu sais, je le vois durant les rencontres en train de parler avec ses joueurs sur les lignes de côté, en train de les coacher réellement. Pas croire les Titans du Tennessee l'ont laissé aller, là, vraiment. Il est Hmm. un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Donc, oui, c'est tout un duo qu'ils forment ensemble. Je prends les Patriots pour l'emporter. 6 victoires de suite. Ils en auront une septième. Bon, médecin à la séquence de 2 victoires des Jets Ouais. jeudi prochain. Ah ouais, tu penses pas que les Jets vont gagner un troisième match de suite, non? Tu penses pas ça? Non. Ouais. Non, non. Écoute, moi aussi, je choisis les Patriots pour gagner, là. Les Commanders, qui Ah, sont 3 et 7, vont affronter les Dolphins, qui sont 3 et 7, à Madrid, en Espagne. C'est le premier match de l'histoire en Espagne. Miami favori par 2,5 au preneur au livre. Didier, si on parle de la défense des Bengals, qui est mauvaise semaine après semaine, mais je pense que celle des Commanders, ça commence à être dans. Elle peut entrer dans la discussion, comme on dit. Deuxième plus haut total de verges par la passe par match cette saison. Troisième plus haut total de verges par match. ouais. Le total de verges, donc je prends les Dolphins pour l'emporter. Ouais, je suis rendu à 10% de batterie. Je viens de recevoir la notification. Euh, je choisis les On Dolphins. OK, finira les pas. Dolphins ont gagné. Ils ont sous Bills de Buffalo. Ben, la défense des Commanders, on oublie ça. Oui, on est privé de Jaden Daniels. Mais en plus de ça, on est amoché défensivement au niveau de la tertiaire. Alors, Jaden Waddle devrait s'amuser. Je vais avec Miami. Toi va gagner la bataille des corps hawaïens contre Marcus Mariota. Bengals et 3 et 6 vont affronter les Steelers qui sont 5 et 4. Pittsburgh favori par 4,5 au preneur au livre lors de la semaine numéro 7. 33-31, victoire des Bengals avec un Joe Flacco fraîchement débarqué avec l'équipe. J'ai pris les Bengals pour l'emporter à nouveau. Flacco compte 12 victoires contre les Steelers dans sa carrière. C'est un sommet avec qu'il partage avec Tom Brady. Je pense que les Bengals l'emportent encore. Ils ont un meilleur groupe de receveurs. Je sais que tu es rendu à 9%. Je ne parlerai pas de DK Ouais. Metcalf à quel point il est mauvais, mais je vais prendre les Ben, Bengals pour parle-en l'emporter. pas. Il n'y a pas de receveur numéro 2. T'en souviens? Depuis l'été, on se disait, ben, éventuellement, les Steelers ont complété une transaction pour donner de l'aide à DK Metcalf. Ils ne l'ont jamais fait. Choisis moi aussi les Bengals afin de gagner. Ah, Écoute, je dois être conséquent dans ce que j'ai dit avec ma réaction excessive. Alors, je pense que les joueurs vieillissants des Steelers, ça paraît, on ne va pas se replacer. Texans 4 et 5 vont affronter les Titans qui sont une fiche de 1 et 8. Houston favori par 7,5 au preneur au livre. Lors de la semaine numéro 4, les Texans l'ont remporté sur les Titans 26-0. Je pense que les Titans vont marquer des points, mais pas suffisamment pour battre les Texans. Je prends les Texans. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la NFL qu'une équipe se fasse blanchir par la même formation 2 fois, mais j'ai vu avec Houston aussi. Les Packers qui sont 5-3-1 vont affronter les Giants qui sont 2 et 8. Green Bay favori par 7,5 au preneur au livre. On voulait parler du congédiement de Brian Dable, mais on se donne quoi, 3% pour parler de ça? Ah ouais, bon, on a le temps de montrer le tableau parce qu'il faut illustrer que là, ça fait une décennie, depuis 2016, depuis le départ de Tom Coughlin. Regarde-moi l'affiche. OK, pour les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube, on a un tableau pour vous. L'affiche des entraîneurs-chefs des Giants depuis, c'est complètement désastreux. Alors, c'est l'organisation au complet du côté des Giants qui est rendue une risée comme celle des Browns de Cleveland. Notamment, ça me dépasse voir les Giants être aussi bas que ça. C'est mérité, le congédiement de Brian Dable. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Je vais choisir les Packers afin de rebondir après leur défaite contre les Eagles de Philadelphie. Je ne peux pas croire qu'on va aller au Meadowlands et perdre ce match-là. Là. Alors, si c'est le cas, ben là, je pense que Matt LaFleur va se retrouver sur un siège éjectable. Dable, depuis qu'il a été nommé l'entraîneur-chef de l'année à sa première saison avec les Giants, fiche de 11 et 33. Son pourcentage de victoire là, à la barre des Giants est à 336. C'est bon, c'est le 154e sur 166 entraîneurs-chefs qui ont dirigé au moins 50 matchs depuis 1970. Mais j'aurais peut-être pas dû te dire cette note-là. Bref, les Giants, 4 victoires de suite. Ben, Je très prends rendu les à deux. Packers, moi aussi, pour rebondir. OK. 49ers, Cardinals maintenant.
San Francisco favori par 2,5 au preneur au livre. Mathieu Labelle, via Spotify, nous demande: Salut les gars, vous pensez quoi de la déclaration du père de Marvin Harrison qui envoie une flèche aux Cards? Il mentionne qu'il ne sera pas un Hall of Famer dans cette attaque de l'Arizona, donc un joueur important dans cette attaque-là. T'en penses quoi, Didier? Écoute, Marvin Harrison, il a droit à son opinion. Bon, là, on a subi toute une raquette à Seattle, mais l'attaque des Cardinals joue mieux là, depuis que Jacoby Brissett est au poste de quart. Si on exclut bien sûr cette contre-performance contre les Seahawks à Seattle. Écoute, Marvin Harrison, il a droit à son opinion. C'est un joueur des fois qui boudait quand il portait l'uniforme des Colts. Il n'est pas content, ça va pas bien pour son fils. Mais son fils, je m'excuse, il n'est pas capable de créer de la séparation non plus. Alors, c'est ce que je pense de la déclaration de Marvin Harrison. Je choisis les Cardinals pour l'emporter. On n'a pas de chasseur de quart, Marc-André, du côté des 49ers de San Francisco. Et puis, je pense que Brissett pourra connaître un bon match parce qu'on est incapable de presser les carrières adverses en raison des blessés qu'on a du côté de la défense des Niners. Un peu triste parce que moi aussi, je prends les Cards pour l'emporter. Semaine numéro 3, les Niners l'avaient emporté 16-15 dans un match de tous les instants. Je pense que Trey McBride, là, qui a 5 touchés en 4 matchs avec Jacoby Brissett, presque 6 d'ailleurs, va connaître un autre fort match. Je prends les Cards pour l'emporter. Les Ravens, qui sont 4-5, vont affronter les Browns, qui sont 2-7. Baltimore, favori par 8,5 au preneur au livre. Écoute, la défense des Ravens c'est grandement replacé. On a accordé en moyenne 14,5 points à l'adversaire à notre 4 derniers matchs. On pourrait parler de longuement de Lamar Jackson, mais j'ai envie de te dire qu'on s'est replacé en défense. Je prends les Ravens pour On n'a l'emporter. pas le temps de parier rien longuement avec la batterie du téléphone, mais ouais, écoute, les Ravens, OK, on n'est pas obligé d'en. Ça, on n'est pas obligé d'analyse. Les deux ont choisi les Ravens afin de l'emporter contre les Browns qui s'obstinent à faire jouer Dylan Gabriel. Comment ça, Cowboys, Kevin Stefanski a toujours son emploi? OK, Cowboys Raiders. Fait juste que ça sorte. les Cowboys à 3-5-1 vont affronter les Raiders qui sont 2-7. Ça va être notre match du lundi soir. Donc, quand tu vas revenir de Winnipeg, tu vas pouvoir t'installer devant ça. Dallas, favori par 3,5 au preneur au livre. Ce sera le début de Quinnen Williams là, avec les Cowboys. Écoute, je prends les Cowboys pour l'emporter. On aura une motivation là, avec le décès de Marshall Nealon. Je pense que ça va venir jouer en faveur des Cowboys. Puis les Raiders, ben, c'est vraiment pas une équipe élite de la NFL. Donc, je pense que les Cowboys vont gagner ce match-là. Ils vont connaître même un grand match, je te dirais. Ouais, c'est une belle occasion pour Dallas, du moins du côté de l'attaque des Cowboys, de se remettre en marche face à cette pitoyable défense, cette mauvaise tertiaire des Raiders. Je vais avec Dallas, moi aussi. Écoute, on a un tableau de la course aux dinosaures. On a-tu le temps, Didier? Ou je On suis va le le plan, passer. mais Écoute, on pourra le commencer, ouais, on pourra le prendre la semaine prochaine. Ah, ben, gars, on va y aller. Puis que Guillaume il se dit, hey, j'ai pas fait ça pour rien. Alors, on voit ici la course du côté de l'association américaine après 10 semaines. Moi, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Écoute, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, les Chiefs n'y seraient pas là. Alors, moi, c'est la chose qui ressort de ça. bah, non, exactement. Mais écoute, quand les éliminatoires vont commencer, d'après moi, les Chiefs vont y être et les Ravens aussi, c'est mon avis. Ouais, hey, les Ravens, 3 victoires de suite, puis ils ont un calendrier Mhm, facile, là, leurs 3 prochains matchs. mhm. Alors, effectivement, ils pourraient se retrouver avec un dossier de 6-5 de 7-5 même dans 3 semaines. Et maintenant, du côté de la nationale, Marc-André, ben ça, hein, les Niners, malgré une fiche de 6-4, eux, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils seraient exclus là, du tournoi d'après-saison. Les Bears, quand même, es-tu surpris? Oui, ouais, je suis surpris parce que moi j'attendais la deuxième moitié de la saison pour évaluer les Bears de Chicago, mais on s'améliore. Tu sais, du côté de l'attaque, il y a clairement une nette amélioration. Là. Souviens-toi lors des 2, 3 Mhm. premières semaines du calendrier. Donc, oui, je suis surpris, oui. De voir les Bears déjà en éliminatoire. Je pensais plus 2026 pour se qualifier en éliminatoire du côté des hommes Exact. de Ben Johnson. Moi aussi, je trouve que c'est le nom qui détonne. Oui. Écoute, on va jeter rapidement un coup d'œil au pool, au tableau du pool. Fantasy, du tableau du pool, oui, du podcast, tout simplement. Oui, on va faire le fantasy dans quelques minutes. 9-5 la semaine dernière pour moi, la même chose pour toi. 8-6 du côté de Guillaume, donc ça a été très proche. Mhm. Alors, et Simon Lève demeure le meneur. Wow, écoute, ça doit être un record. Alors, quelqu'un qui mène le pool aussi longtemps que ça. C'est juste la deuxième année du pool, mais quand même. 106 et 42 s'affiche. Alors, ça se poursuit pour lui, puis ça va bien. Alors, écoute, Marc-André, si tu veux bien, on va enchaîner avec le fantasy football.
on a reçu une question de Xavier Théroux via Spotify. Grand fan du podcast, j'aime vraiment Brian Arilimana. On voit que c'est un érudit de l'étude des défensives. Brian qui m'a accompagné lors de l'épisode de dimanche soir. Alors, question pour vous, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Question pour toi surtout, Marc-André. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Terry McLaurin à son retour en matière de fantasy et de PPR? Il revient au jeu parce que c'est nébuleux. À quoi qu'on Mhm. peut s'attendre de Terry McLaurin? Ben, je trouve qu'on peut s'attendre à pas grand-chose. Jaden Daniels ne revient pas parce qu'avec Marcus Mariota, c'est difficile. L'année dernière, Terry McLaurin, là, déjà, euh, son- il était ciblé 21% du temps dans l'attaque des Commanders. C'est vraiment un faible total pour un gars qui a marqué 13 touchés la saison dernière. Donc, je pense qu'il y avait déjà en début de saison un cas de régression dans le cas de Terry McLaurin. Je pense que sans Jaden Daniels, on doit s'attendre peut-être à un receveur numéro 2, 3 d'une formation fantasy, voire un flex pour la suite des choses. Et ça, c'est s'il revient au jeu. Ah, là, il est parfait, Marc-André. Gars, écoute, on va y aller avec tes recommandations, ton stardom system en vue de la 11e semaine d'activité. Si jamais mon téléphone lâche, ben, tu Ouais, termineras je vais compte. l'épisode tout Exact. seul. Exactement. Et tes Parfait. recommandations fantasy football. Commence avec les carrières. Et Joe Flacco des Bengals de Cincinnati. Quelle confrontation avantageuse contre la mauvaise défense des Steelers. Exact. Retour d'une semaine de congé pour Joe Flacco. 24 points fantasy dans 3 matchs de suite. 3 fois dans le top 7 pour Joe lors des 3 dernières semaines. On a parlé des Steelers. Ils sont exécrables. Et lors de la semaine numéro 7, face justement aux Steelers, 342 verges pour Joe Flacco, 3 passes de toucher. Pittsburgh a alloué le deuxième plus haut total de verges par la passe. Donc, c'est une excellente semaine pour Joe Flacco. Maintenant, quelle carrière que tu recommandes de Cloban? Sam Darnold contre des Seahawks de Ah, Seattle, évidemment contre les Rams. Sam Darnold hors du top 20 contre les Cardinals la semaine dernière. On peut dire que c'est de la faute, disons, au scénario de match parce qu'on a pris les devants rapidement. Sam Darnold n'a pas eu besoin d'en faire beaucoup pour que les Seahawks l'emportent. 17 passes complétées au moins aussi. Ça, c'est intéressant. Dans 3 de ces 4 derniers matchs, on ne lance pas réellement le ballon du côté des Seahawks. On est très équilibré. Je l'ai parlé des Rams. Les Rams, 8e plus bas total de points alloués au corps adverse cette saison. Donc, Sam Darnold, si vous avez une meilleure option, il est à clouer sur votre banc. chez les porteurs de ballon maintenant, Woody Marks prend de plus en plus de place dans le champ arrière des Texans d'Houston. Oui, 78% des jeux la semaine dernière, alors que Nick Chubb n'en a joué que 15%. 12 points fantasy au plus dans 3 de ces 4 derniers matchs. Et lors de la semaine numéro 11, on affronte les Titans qui sont une véritable passoire contre le jeu au sol. 12 touchés au sol alloués cette saison, les Titans, un sommet dans la NFL. Deuxième plus haut total de points par match également au porteur de ballon. Donc, je pense que c'est une bonne semaine pour Abby Woody Marks dans votre formation. Tyron Tracy, c'est lui qui est le porteur de ballon. Du moins, on anticipait qu'il allait être le porteur de ballon numéro 1 après la blessure à Cam Muscalabo. Mais là, il y a un de ses coéquipiers là, qui lui va le déporter. Évidemment, l'implication de Devon Singletary est quand même importante chez les Giants, donc ça nuit également à Tyron Tracy. Il y a l'absence potentielle, on n'en a pas parlé parce qu'on est allé vite, parce que tu n'as plus de batterie, mais Jackson Dart là, qui a subi une commotion lors du dernier match, c'est Russell Ben oui. Wilson qui est dans la formation. Je ne suis pas convaincu que Tyron Tracy est une excellente option, encore moins avec Russell Wilson. Et évidemment, le congédiement de Brian Daboll, des fois, ça change les plans de match, les stratégies. Pour moi, j'aimerais voir de mes yeux vus ce que l'attaque des Giants aura l'air en fin de semaine avant de me mouiller chez un porteur de ballon chez Tyron Tracy. Semaine numéro 11 contre les Packers. Les Packers excellent contre les porteurs de ballon. 6e plus bas total de points alloués aux porteurs cette saison. Donc, pour moi, Tyron Tracy est à laisser sur votre banc. On va se tourner maintenant vers les receveurs de passe et puis tu vas faire plaisir à Papa Harrison, à Marvin Harrison Senior. Hein. Depuis le retour de la semaine de congé des Cards, là, Marvin Harrison, Didier, a été ciblé en moyenne 11 fois lors des 2 dernières semaines. C'est sûr que la semaine dernière, ça n'a pas été facile. 3 réceptions seulement sur 12 ballons dirigés vers lui, mais il est ciblé par Jacoby Brissett. Il est une partie intégrante du plan de match des Cards en attaque. C'est traduit par 129 verges et 2 touchés lors des 2 dernières semaines. Lors de la semaine numéro 11, on affronte les 49ers qui ont accordé plus de 37 points alloués aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. On est décimé du côté des Niners, aucune pression. Donc, ça permet aux équipes adverses de lancer davantage de ballons.
Donc, moi, je pense que cette semaine, le Marvin Harrison est une excellente option fantasy. On parle ici d'un receveur numéro 2, d'une formation fantasy. Et c'est pas le cas pour Xavier Worthy, par contre, des Chiefs de Kansas City. Tu crois pas qu'il est une bonne option, hein? Depuis le retour de Rashee Rice, ben, Xavier Worthy a vraiment écopé. C'est moins de 4 réceptions par match depuis le retour de Rashee Rice, moins de 37 verges également depuis le retour du receveur de son coéquipier. Et lors de la semaine numéro 11, on affronte les Bengals qui ont accordé les Broncos qui ont accordé le plus bas total de points alloués aux receveurs adverses cette saison. Donc, c'est vraiment un affrontement vraiment pas favorable. Il peut marquer un toucher sur une longue passe, Xavier Worthy, mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle de prendre ce risque-là en fin de semaine. On termine avec les ailiers rapprochés. Pat Freiermuth des Steelers de Pittsburgh. Alors, tu crois que ça va être une bonne semaine pour lui? Pourquoi? Les Bengals sont de retour en action, donc on peut prendre Ah! l'allié rapproché contre les Bengals. Mason Taylor, ça a fonctionné. Will Fanning, ça a fonctionné. Donc, je fais la même chose avec Pratt Freiermuth. En plus, lors de la semaine numéro 7, lorsque les deux équipes se sont affrontées, les trois alliés rapprochés des Steelers avaient inscrit un touché: Washington, Freiermuth et Jonnu Smith. Et je pense que le meilleur plafond de ce trio d'alliés rapprochés, là, c'est Pat Freiermuth. Je pense que c'est un affrontement entre deux équipes qui n'ont pas des bonnes défenses, donc on pourrait avoir une explosion de points, on pourrait avoir des flamèches. Donc, je pense que Pat Freiermuth, c'est une bonne option cette semaine au niveau fantasy. Ça serait vraiment quelque chose. C'est une occasion pour l'attaque des Steelers de se remettre en marche là, Mm. face aux Bengals. Mm-hmm. Et Hunter Henry, la cible favorite de Drake May, Marc-André, tu crois qu'il faut le plus haut banc cette semaine? Cible favorite de Drake May, tant que ça, il me semble qu'il est loin les potes, là, où Ouais, il bon, avait inscrit trois touchés à ses 4 premiers matchs, t'as parce qu'il raison. est hors du C'est top 20 Boutique, à la sa cible position de... favorite, c'est vrai. Ouais. Hors du top 20 à la position d'année rapprochée lors de 5 de ses 6 derniers matchs. Et lors de la semaine numéro 11, on affronte les Jets. Ils sont en milieu de peloton pour les points accordés aux ailiers rapprochés adverses. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Hunter Henry devient une option dépendante au toucher. Et du côté des Pats, on a vu vraiment, t'en as parlé, là, avec Keyshawn Boutte, on a vu d'autres options émerger dans l'attaque des Pats. On a deux porteurs de ballon, on a Boutte, on a Diggs, on a vu Carl Williams, la recrue, en relève la Ben semaine oui. dernière. On a d'autres options que Hunter Henry, puis je pense que ça vient jouer dans sa production fantasy. Il est à laisser sur votre banc si vous avez une meilleure option cette semaine. Carl Williams, Trayvon Anderson, il y a plusieurs recrues qui vont avoir un impact en deuxième Mm-hmm. moitié de saison. Là. Ils ont peu d'expérience derrière la cravate. Puis les deux sont tellement explosifs, là, ça transforme l'attaque à des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Ben, Marc-André, on a fait le tour. Je ne vais pas étirer la sauce. On s'est rendu au bout avant que le téléphone lâche. Alors, écoute, hey, Marc-André, je te remercie. Je remercie bien sûr Reda Kramdi des Blue Bombers de Winnipeg de s'être rejoint à nous. Alors, pour ceux qui ont regardé le podcast via la chaîne YouTube, qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté via Spotify ou Music, eh bien, on vous remercie et on va vous reparler bien dimanche soir. Dimanche soir, je ne serai pas là étant donné que je suis à la Coupe Grey. Marc-André sera là en compagnie de Benoît Baudouin afin de faire la revue des matchs de 13h et 16h. Portez-vous bien.